tous qui êtes présents à la FEMIS pour cette journée organisée par la CST, la Commission supérieure technique. Bonjour à ceux qui sont en ligne et qui nous regardent sur la chaîne YouTube de Box Office. Donc c'est le troisième segment de cette journée, segment consacré au ratio d'images exotiques dont nous allons vous parler. Et donc je vous remercie d'applaudir très fort Éric Chériou, directeur technique de la CST, qui va modérer cette partie. Applaudissez. Bonjour, bonjour. Alors, pour parler des ratios et pour que tout le monde comprenne bien les problématiques, parce que les ratios, ça concerne tout le monde, de la captation jusqu'à la diffusion, on va donner un petit peu de contexte avec 3 petites vidéos, 3 slides. J'appelle Jean-Baptiste Aignon, directeur général de 2AVI, et Thierry Baumel, consultant image, pour une petite démonstration d'une partie historique et une partie qui va parler de la captation jusqu'à la post-production. Et moi, je me chargerai de quelques slides sur la partie exploitation. Voilà. Messieurs. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne. Alors moi, je vais éviter de vous prendre la tête trop longtemps, mais du coup, je vais peut-être être un peu ennuyant. J'ai écrit un texte sur l'histoire des ratios pour tenir, mais on était parti sur 2 minutes à la base, je crois que je suis à 4. Mais l'idée avec ce que je vais vous dire, c'était de dire qu'en fait, la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous interroge, n'est pas une question récente et qu'en fait, elle est, j'ai envie de dire, transverse dans l'histoire du cinéma. C'est con, mon iPad, c'est éteint. Hop. Alors, donc cette question voilà, qui nous interroge, si elle est complexe, elle est transverse, comme je dis, elle n'est pas récente. En faire l'histoire en 2 minutes, ce serait bien compliqué, mais je ne vais prendre finalement qu'un seul axe pour en parler rapidement. Je vais partir d'un cinéaste que tout le monde connaît par cœur, j'imagine. Je vais partir d'Eisenstein. Donc en 1930, le cinéaste théoricien Sergei Eisenstein interroge déjà la question des ratios d'image en cinéma. Donc je rappelle juste que le ratio, c'est le rapport de la base par la hauteur sur une image, hein, pour que tout le monde soit raccord. Lors de l'avènement du cinéma sonore et de l'impression de la piste son sur la pellicule, nous assistons finalement à la première évolution du ratio d'image sur un positif d'exploitation. Plus que le ratio de l'image sur la pellicule, Eisenstein questionne l'écran, le ratio de l'écran et ce que les spectateurs vont pouvoir découvrir. Il dit, et je vais le citer, « Car j'ai le frisson quand je pense que si nous n'accordons pas assez d'importance à ce problème, si nous laissons se standardiser la nouvelle forme d'écran sans peser le pour et le contre, on risque de paralyser encore plus et pour des années et des années à venir tous nos efforts pour composer de nouvelles formes par un choix malheureux comme celui dont la réalisation pratique du film en cinémascope et de l'écran panoramique semble nous donner aujourd'hui la possibilité de nous affranchir. » Il plante le décor en 1930. Ce texte, il le donne devant un congrès, celui de l'Académie, le 17 septembre 1930. Ce texte, volontairement provocateur, il l'intitule, c'est déjà là, « Le carré dynamique ». Je vous laisse vous tourner vers ce texte, hein, si vous en avez l'occasion, il est accessible, on le trouve partout. Sinon, vous me le demandez, je vous le file. J'adore le faire lire à mes étudiants, j'en vois quelques-uns qui sont venus. Donc, il intitule « Le carré dynamique ». Et je m'étais ajouté Xavier Dolan s'en est peut-être inspiré pour Mommy. Eisenstein questionne notre rapport à l'image, interroge cette image projetée sur l'écran et interroge cet écran qui semblait immuable dans les salles. Quelque part, les questions qu'il soulève en 1930 sont à peu près les mêmes que nous allons soulever aujourd'hui.
Sans vouloir refaire l'histoire exhaustive de l'évolution des ratios, ce texte marque une borne importante par rapport à la question de ce jour. En quoi l'évolution des techniques, notre rapport à l'esthétique ou encore la question économique influent sur la question artistique et de pair, influent sur la présentation en salle des œuvres cinématographiques. En février 1909, lors du congrès qui sera vite renommé le Congrès des dupes, présidé par Georges Méliès, organisé sous l'impulsion d'Edison et d'Eastman, on standardise la pellicule 35 mm à l'intérieur de laquelle chaque photogramme comporte 4 perforations latérales de part et d'autre de l'image. La surface disponible pour chacune des images est à peu près de 24 mm de base et 18 mm de haut. Nous avons dès lors le ratio 1,33. Attention, je ne vais parler, moi, dans les ratios que je vous donne, que des positifs d'exploitation. Je vais laisser à Thierry le soin de parler de tout le reste. Avec l'avènement du son sur pellicule et du Movietone, le ratio évolue sans que ce soit normalisé. Le congrès de Lampas en 1930 permet en tout cas la standardisation du ratio 1,37, ratio qui sera dénommé Académie. J'insiste sur la normalisation, la standardisation. Il peut y avoir des différences, il y a des pratiques, il y a des usages. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui est normalisé, ce qui ne l'est pas, et ce qu'on peut utiliser et ce qu'on peut éventuellement standardiser. Donc il n'est pas question de faire l'histoire de tous les ratios, il faudra un colloque entier pour parler de l'histoire de la normalisation des ratios, mais dès qu'une évolution technique apparaît, dès qu'une évolution permet à la narration d'explorer de nouveaux champs, les projections s'en trouvent chamboulées. Le cinémascope, bien que son histoire débute dans les années 20, est utilisé dans nos salles à partir de 1953. Hop. Le ratio 2,55. Nouveau ratio, nouvelle façon de faire du cinéma, nouvelle architecture des salles due au nouvel écran. Le cinémascope évoluera vers le cinémascope 2,35 avec l'utilisation de la piste optique plutôt que des pistes magnétiques. Puis en 2000, le 2,35 devient le 2,39. Plus que pour des raisons esthétiques, des raisons techniques ont poussé à cette évolution. L'apparition des traces de collage labo à l'écran, faute de collure bord-bord sur la pellicule, ont entraîné cette évolution. 2,35, 2,39, pour beaucoup aujourd'hui encore, la différence n'est pas connue. On tourne en 2,35, on projette en 2,39, je mets 1, 2, 3 points d'interrogation derrière. J'imagine que cette question 2,35, 2,39 sera soulevée tout à l'heure. En tout cas, l'évolution n'est pas anecdotique. Taille des caches, adaptation des cadres d'écran, éventuel changement de focale dans les cabines. Le changement de ratio, si peu important soit-il, entraîne toute une chaîne de changements. Désolé pour la répétition. Mais si le cinémascope réapparaît commercialement en 1953, d'autres ratios, ce qu'Eisenstein nomme déjà panoramiques, apparaissent aussi à peu près à la même période. Les ratios 1,66 et 1,85 et plein d'autres encore apparaissent. Je ne cite que ceux qui seront normalisés. Guerre des studios, guerre des techniques, guerre des images. Hop. Ces ratios ne sont pas arrivés au hasard. Un des exemples, c'est né du charcutage de la VistaVision, né pour rendre des images larges sans utiliser le procédé Fox, né pour se démarquer, ces ratios ont trouvé leur place pour finalement être standardisés et normalisés. Ainsi, il devenait possible aux créateurs, aux techniciens de toute la filière de parler avec un langage commun, d'avoir des pratiques communes, d'avoir des résultats attendus. Figés par le 35 mm, finalement, les ratios n'ont que très peu évolué du milieu des années 50 jusqu'à l'avènement du numérique. Si l'utilisation de ces ratios a évolué, j'avais pour habitude d'entendre Alain Besse dire qu'au début des années 2000, toujours Alain, la majeure partie des films présentés à Cannes étaient en 1,85, la majeure partie des productions est dorénavant en 2,39 et le parc est largement équipé avec des écrans reprenant ce même ratio. Mais les choses ne semblent pas immuables. Ah non, j'ai oublié. J'adore ce texte. J'adore ce que Godard avait écrit et les questions qu'il pouvait poser sur les ratios, surtout quand il voyait son film, notre musique, mal projetée dans les salles. Pareil, je peux vous le donner. Merci à vous. Merci Jean-Baptiste. Alors, attends.
Alors, moi, je vais juste vous faire un petit rappel de tous les épisodes qui concourent dans le choix volontaire ou involontaire d'un ratio en projection. Et donc, le premier des éléments en numérique qui intervient, c'est la caméra. Et donc, je pense que ça va arriver. Donc, l'idée, c'est de refaire le chemin depuis la caméra jusqu'à la salle de projection. Et donc, premier recueil ou choix important, c'est le choix de la caméra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de taille de capteur standardisée. Donc, chaque caméra a un capteur qui a une taille en termes de résolution et surtout un ratio différent pour chaque fabricant et même chez les fabricants pour chaque modèle de caméra. Donc, on est devant une équation technique pour choisir un ratio qui est différente sur chaque caméra du marché. Donc, ces capteurs qui sont tous différents en termes de ratio et de résolution, le chef opérateur va choisir, en plus de le plus important, c'est-à-dire les paramètres pour lesquels le chef op va choisir une caméra plutôt qu'une autre, ça va être par rapport à la texture de l'image, à la dynamique de l'image, donc pour des choix purement esthétiques sur l'image. Au travers de ça, il va aussi, du coup, discuter avec son metteur en scène du ratio du film. Alors là, on retrouve de tout. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Mais on a à la fois des réalisateurs qui ont des idées préconçues, très précises de ce qu'ils veulent comme aspiration pour leur film. J'ai vu aussi, lors d'essais avant tournage, le chef-op montrait au réalisateur les mêmes essais, une fois en 1,85, une fois en 2,39, pour qu'il puisse appréhender. Mais c'est parfait. Pour illustrer ces différences de ratio, on a un peu toutes les caméras du marché. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de surfaces de capteurs différentes qui induisent des différences de résolution, mais aussi de ratio d'image. Alors effectivement, on part en haut avec de la HD, puis on a du 2K, du 4K, et je dirais la ligne du bas est plutôt les caméras actuelles de cinéma numérique, qui tournent plutôt autour maintenant du 6K et du 8K. Et avec effectivement un certain nombre de caméras qui ont des ratios très différents. Donc le chef opérateur va choisir une caméra plus pour des raisons, je dirais, pratiques de chef opérateur, c'est-à-dire de qualité d'image, de définition, de dynamique, d'encombrement, enfin tous les paramètres qui peuvent jouer sur la difficulté ou facilité d'un tournage. Et on se rend compte qu'on a des capteurs avec plein de ratios différents. D'où la suite, qui est qu'une fois... Ça marche pas, ça, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, on est dans un cas de figure sur une seule caméra, mais une seule caméra va nous permettre déjà d'avoir des presets différents de ratio et de définition. On est par exemple là sur une caméra Sony, et donc il y a une quinzaine déjà de presets différents qui induisent des ratios différents et des définitions différentes. Et ça pour une seule caméra. Il y a d'autres caméras où il y a encore plus de possibilités. Toutes ces possibilités-là reviennent à ces choix de cadre dans le capteur. C'est-à-dire qu'on choisit quelle partie de la surface du capteur va être utilisée pour enregistrer une image. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise une caméra, même si on a décidé de faire un cadre en 2,39,
si on est dans un preset 16/9 sur la caméra, elle va enregistrer le 16/9 à chaque coup, sur chaque plan, tout le temps. Donc, on aura toujours, une fois le tournage fini, pour voir les rushs et pour monter derrière, on aura toujours la pleine image du capteur. D'où l'invention suivante, qui est tout simplement ce qu'on appelle la conformité de cadre. C'est-à-dire que par rapport à la taille d'un capteur, eh ben, le chef opérateur va choisir d'exposer une partie de l'image qui sera la seule partie utile au final. Et donc, on va avoir quelques exemples. Donc là, par exemple, c'est une simulation ce coup-ci chez Harry. Donc là, sur un cadre, le petit filet jaune autour, c'est le cadre qu'on a choisi. Donc là, on est en 1,33. Le suivant, 1,85. Ensuite, 2,39. Et jusque-là, c'est simple. Et là, ça commence à se compliquer. C'est-à-dire que certains chefs opérateurs vont aussi choisir de ne pas utiliser la pleine largeur du capteur pour retrouver un confort qu'on avait en 35, c'est-à-dire dans le viseur, de pouvoir voir un peu du hors-champ à gauche et à droite. Ce qui est évidemment bien pratique pour voir l'entrée de champ d'un comédien et le suivre, mais ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a une perche qui rentre dans le champ avant qu'elle soit dans la partie utile de l'image, donc d'arrêter un mouvement. Enfin voilà, il y a beaucoup d'intérêt à avoir cette marge autour. Mais c'est à la discrétion du chef opérateur de choisir le cadre qu'il veut, entre guillemets, exposer. La suivante. Donc, à partir de ce moment-là, ce cadre-là, là on est en 1,85, vas-y, suivante. Et là, par exemple, on peut décider de faire du 2,0. Puisqu'on est en numérique, à ce moment-là, eh ben, on choisit totalement le ratio qu'on veut. Si on veut faire du 1,75,3, on peut le faire. Donc, peu importe. Ça va encore aller plus loin sur la diapo suivante. C'est qu'à certains moments, on va choisir, une fois qu'on a choisi le format du ratio, on peut aussi choisir de ne pas le faire centrer. Parce que on est dans une config de tournage, vu que c'est toujours la pleine image qui est enregistrée, il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui est en dehors du cadre jaune, c'est ce qui peut servir à du recadrage. Ou si on a un problème d'un côté, on va se déporter de l'autre côté pour retrouver une image clean, sans défaut, sans projecteur, sans tout ce qui peut rentrer dans le champ d'une caméra. Et donc, à certains moments, dans certaines conditions de prise de vue, j'ai déjà vu des chefs-op choisir de ne pas centrer la conformité cadre de manière à avoir plus de marge de l'autre côté, par exemple. Il y a aussi un élément qui joue là-dessus, c'est qu'on utilise de plus en plus donc, des grands capteurs sur les caméras et on utilise énormément des vieilles optiques qu'on appelle vintage. C'est plus chic. Mais le défaut de ces optiques-là, c'est que souvent, elles ne couvrent pas la totalité du capteur des grands capteurs. Donc, si on ne veut pas avoir de vignettage sur les bords de l'image, eh ben, on va aller faire un cadre qui n'utilisera pas le plein capteur, par exemple. Ensuite, et donc, on va regarder plus précisément c'est quoi une conformité de cadre. Donc, merci Audrey, on a trois exemples. Un premier d'un tournage en anamorphique, en scope 2.0, comme c'est marqué, pour faire du 2.39, comme c'est marqué sur la conformité. Et on va sur la diapo suivante, désanamorphoser l'ensemble. Et du coup, on a directement une image en 2.39, pile poil dans les normes de la projection et du DCP. On va refaire la même chose en 1.85. Donc, le plein cadre tourné sur la mire de confo cadre, puis
la partie utilisable de l'image. Cette conformité cadre est fondamentale parce que il y a beau avoir beaucoup de métadata en numérique, il y en a juste une qui manque cruellement, c'est que la caméra ne sait pas nous donner de quel pixel à quel pixel et combien il y en a pour former le haut et la largeur de l'image. Donc, on ne peut pas savoir réellement ce qu'a cadré le chef-op ou son cadreur. Le seul moyen de le savoir, c'est d'appliquer cette conformité cadre sur les roches. Et ensuite, si on a un tournage, par exemple, en 2.1, on va procéder de la même manière. C'est-à-dire qu'on va toujours regarder la conformité cadre et couper l'image à la pointe des petites flèches qu'on a, 2 en haut et 2 de chaque côté et 2 en bas. Et donc, on va vraiment au ciseau, on va vraiment couper tout ce qui est extérieur à l'image sur la pointe des flèches. Et c'est ça qui définit le ratio de l'image voulue créativement. Mais il reste encore une étape dans notre chaîne derrière, voilà ce qu'on fait là. Donc l'image, elle nous paraît, voilà, elle est en 2.1 et on respecte ce qui a été cadré et voulu par le réalisateur et le chef-op. Mais on a encore une dernière étape avant d'aller en projection. C'est que de cette image-là, pour emmener un DCP dans une salle de cinéma, on n'a que 2 formats possibles. C'est le conteneur 1.85 ou le conteneur 2.39. Et donc, notre image que l'on a coupée à la pointe des flèches, va falloir qu'on choisisse de la faire rentrer dans un conteneur 1.85 ou un conteneur 2.39. Et c'est ce qu'on va faire du coup sur nos 3 exemples. Donc en 85, on ne va pas se poser de questions. Vu qu'on a une image en haut qui a donc été coupée sur la pointe des flèches et dont le ratio est exactement 1.85, on va aller la mettre dans un conteneur 1.85. Et du coup, la salle de cinéma pourra le projeter en 1.85. Même chose pour le 2.39. À partir du moment où on a nos pointes de flèche qui correspondent à la norme, c'est facile. Et 3e cas de figure, c'est là où ça se complique, c'est que quand on a un ratio 2.1, on le fait rentrer dans du 1.85 ou dans du 2.39. Alors, bien évidemment, ce que j'ai marqué en rouge, c'est le hors-champ de l'image, mais qui sera projeté. Alors, en général, on ne le met pas en rouge, mais on le met en noir quand même. Hein, s'il y en a un bout qui rentre dans le champ, que ça ne soit pas trop malaisant. Ah oui, en rouge, il y a les lumière de la CST. Voilà. C'est parce que ça ne doit pas être à l'image. Exactement. Et donc voilà, donc à ce moment-là, il faut choisir son camp. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura des bandes noires projetées en haut et en bas, ou est-ce qu'on en aura à gauche et à droite? Et maintenant, bonne chance pour le débat. Merci beaucoup Thierry. Alors, juste... Alors, comme Thierry a très très bien exposé tout ce qui se passe de la captation à la post-production, moi je vais reprendre à partir du moment où on est sur le DCP lui-même, c'est-à-dire le livrable qui va être joué en salle. Donc, comme on l'a dit, notre DCP, il est dans son ratio standard et normalisé, normalement, soit en flat, soit en scope. Il y a plein de types de ratios différents et ces 2 ratios-là, le ratio 1,85 et 2,39 vont se jouer dans toutes les salles de cinéma sans aucun souci. Il y a une catégorie que moi j'ai appelée les ratios optionnels
qui sont des ratios, surtout pour le 1,78, que vous allez retrouver également dans toutes les salles, c'est le 16/9e, donc la grande quasi-totalité des documentaires sont en 1,78, et normalement, ça va jouer sans souci. Les ratios patrimoniaux, alors c'est tous les ratios dont Jean-Baptiste vous a un petit peu parlé, qui sont des ratios historiques et qui ont un catalogue qui fait qu'ils sont assez importants pour qu'ils soient présents dans la norme française. Les ratios rares ou exotiques, c'est ceux qui vont animer le débat après. Donc en gros, c'est soit ratios rares parce que c'est des ratios patrimoniaux, mais très très peu utilisés, très rares, qu'on rencontre vraiment rarement, ou complètement dont les valeurs sont arbitraires, donc du 2,38 ou du 2,24 ou je ne sais quoi. Et les ratios particuliers. Alors je reviendrai dessus un petit peu plus tard, parce que ceux-là, ils sont un petit peu particuliers. Donc, comme Thierry vous l'a expliqué, il y a l'idée d'une image conteneur et il y a vraiment la zone, ce qui est la zone active de l'image. Alors, la zone active de l'image, c'est celle qui va apparaître à l'écran. Donc, en général, quand vous faites votre DCP, comme vous a dit Thierry, vous avez votre zone active de l'image qui va apparaître et le reste sera noir. Donc là, notre conteneur image est un conteneur 1,85 et la zone qui nous intéresse, c'est du 1,33. Ce qui se passe, c'est que dans notre DCP, je vous ai précisé, vous avez votre conteneur qui peut être de 3 catégories différentes, soit flat 1,85, c'est-à-dire pleine hauteur de l'image, soit scope 2,39, pleine largeur de l'image, soit full conteneur. Je vais revenir sur le full conteneur qui est un petit peu particulier. C'est notre fameux 1,90. Dans le DCP, concrètement, si c'est un DCP SMPTE, c'est-à-dire un DCP récent, ces données sont mises en métadonnées. Donc, en gros, vous avez la Main Picture Store Array qui va correspondre en fait à l'image conteneur et l'Active Array qui va correspondre à la taille exacte de ce que vous allez projeter à l'écran. Pour notre projectionniste, lui, il va récupérer cette ligne de texte. Et c'est la seule information qu'il va récupérer de façon facile. Alors bien sûr, il peut regarder dans le DCP à la main, mais ce n'est pas ce que j'appelle la façon facile. Donc pour lui, l'information qu'il va avoir, c'est cette ligne de texte. Dans cette ligne de texte, la partie qui est dédiée au ratio, c'est le F133. F pour flat, ça veut dire que l'image conteneur, c'est une image 1,85 et que la partie qui l'intéresse dans cette image conteneur, c'est le 1,33. C'est la seule information qu'il a. Ce qui nous amène directement aux macros du projecteur. Alors les macros, en gros, c'est des pré-réglages. Ces pré-réglages, ils contiennent plein de choses, la colorimétrie, etc. et le ratio. Donc, notre projecteur, il a par défaut une macro flat, une macroscope. S'il est en 4K, il a la macro flat 4K et la macroscope 4K en plus. Ça, c'est les ratios dits obligatoires. Parce que dans la norme française, dans la norme applicative, la NFS 27100, qui est dédiée à ça, alors, il y a plein de choses dans la norme, mais entre autres, la partie qui concerne les ratios est en deux parties. Il y a la partie obligatoire et la partie optionnelle. Alors, la partie obligatoire, c'est que tous les projecteurs de France doivent avoir à minima ces ratios-là, donc le ratio flat et le ratio scope. La partie optionnelle, c'est tous ces ratios-là, 1,33, 4 tiers, 1,37, 1,66, 1,78, 2,35, 2. Donc, en 2K et en 4K. Et vous avez les tailles en pixels. Tous ces ratios-là sont des ratios optionnels. C'est-à-dire que si vous voulez faire les macros, c'est très bien, mais vous n'êtes pas obligé de les avoir. Alors, 4 tiers, 1,33, vous allez me dire c'est la même chose. L'idée, c'était de conserver un côté historique, de dire que le 4 tiers, ce n'est pas tout à fait la même chose que le 1,33. Bon, mathématiquement, c'est la même chose. C'est une coquetterie. Alors, le dernier ratio dont on doit parler, c'est bien sûr celui de l'écran lui-même. Les écrans sont en France soit en 2,39, soit en 1,85.
Comme l'a dit Jean-Baptiste, il y a plus de 2,39. Aux États-Unis, il y a plus de 1,85. Mais en gros, vous pouvez trouver ces deux ratios en France. Ce qui nous amène au petit souci quand on a des ratios exotiques. Les contraintes architecturales de la salle. Quand vous avez une salle dont le projecteur est en forte plongée, ou si le projecteur est légèrement décentré, à gauche ou à droite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle de la distorsion trapézoïdale. Donc en fait, ça fait un petit trapèze. Vous l'avez peut-être expérimenté avec des petits vidéoproches ou pour les exploitants dans vos salles quand vous êtes obligé d'un petit peu décaler le projecteur. Bon, j'ai un peu abusé sur les distorsions, c'est pour que ça soit plus visuel. L'idée, c'est de montrer que vous voyez bien que les bords de l'image, pour le coup, ne sont plus droits. Alors, bien heureusement, on a une façon de corriger ce problème, c'est de faire du masking. On peut cacher des bouts de l'image et on a une petite tolérance qui nous permet de le faire. Et donc, on retrouve des bords droits et c'est beaucoup moins choquant. Quand on fait du masking, on a besoin d'avoir des valeurs. Ces valeurs, en général, on sert de mire. Et dans les mires, vous voyez, il y a des chiffres qui sont indiqués que vous rentrez quand vous voulez paramétrer votre macro, qui vous permettent de faire un masking adapté pour le film. Dans tous les cas, quand vous utilisez un format non conventionnel, si vous voulez créer une macro spécifique pour ce format, vous allez utiliser ces valeurs ou, à minima, vous allez prendre une image du film et vous cadrer dessus, ce qui est moins pratique, moins précis, mais qui est quand même faisable. Voilà. Je vous propose de commencer la table ronde. Maintenant qu'on a donné un peu de contexte à tout ça et qu'on a vu un peu la problématique de la captation jusqu'à l'exploitation, et d'appeler les personnes qui vont participer à cette table ronde. Donc, nous avons Karim Dridi, qui est réalisateur passionné d'images. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Tu étais de l'autre côté. Ouais, c'était ça. Une casquette. Nous avons Pierre Mazoyer, qui est chef opératrice et coloriste. Tristan Frontière, qui est directeur technique distribution SND. Audrey Klenklos, qui travaille à M141, qui est à la masterisation. Je ne me souviens plus ton poste exactement. Responsable des post-productions. Voilà. Et enfin, pour finir, Alain Surmulet, directeur général Noé Cinéma. Alors, je vous propose de commencer par les créateurs, parce que comme on a commencé de la captation jusqu'à l'exploitation, je pense que c'est une bonne idée de faire la même chose avec nos intervenants. Donc, Karim, toi, quand tu fais un film, qu'est-ce qui motive le choix de ton ratio? La mise en scène. Pour faire simple, si je fais un film sur un groupe de personnages, où il y aura, un film où il y aura beaucoup de personnages, plus que 2, quoi. En général, c'est du scope. Et j'ai jamais tourné en 4/3 ou 1/33, mais j'ai fait beaucoup de photographies en 6:6, en format 120. Et j'aime beaucoup ce format et j'espère un jour pouvoir l'utiliser. Mais par exemple, si je faisais un film sur quelqu'un, sur le corps, sur une personne seule, enfin un personnage central, peut-être que le 1/33 me donnerait envie. Mais là, j'ai fait le dernier film que j'ai fait, pas celui-là, le Revive. Bon, Revive, c'était un documentaire que j'ai fait en équipe vraiment minimale. On était 2, moi à la caméra. Et on avait vraiment un tout petit truc. On avait un capteur micro 4/3, une Panasonic GH5, donc un truc qui coûte 1500 balles, quoi. Le format, c'était du 16/9, ce qui me semblait être le format le plus simple. Hein, et on a tourné en 4K.
Voilà, donc le choix de la caméra a été choisi en fonction du budget, donc pas d'argent, donc voilà, on a pris ce qu'on avait. Et en même temps, ça fait le job puisque le film est sorti en salle et personne m'a dit que l'image était merdique. Ça va ? Alors l'idée, c'est pas de dire que c'est merdique, mais tu peux nous rappeler le ratio exact de ton film ? C'est lequel ? Revivre ? Revivre, oui. C'est du 16/9. Alors, le 66. Non, c'est quoi, le vrai format d'exploitation ? 1,78. Voilà, le spécialiste 1,78. D'accord. Bon, moi, dans mes presets de ma caméra, c'était 16/9, quoi. Hein, voilà, et pour moi, le 16/9, c'est le format basique télé. Voilà, c'est ça. Quand je tournais en 35, je tournais mon premier long métrage qui s'appelle Pigalle, je l'ai tourné en 1,66. Je trouve que ça correspondait bien au film. Je l'ai revu, là, on a refait on a renumérisé en 4K le film et tout. Donc, je ne sais pas dans quel DCP il est. Maintenant, je vais checker, mais j'ai retrouvé mon cadre. Et après, j'ai fait du 1,85 et j'ai fini en scope quand j'ai arrêté de tourner en numérique. Mais du scope, c'est du 2,39, je crois. Voilà. Et le dernier film qui va sortir le 29 mai, je compte sur vous pour aller le voir. Je fais la pub en même temps. C'est du 2,39. Voilà. Moi, le choix du ratio, il est essentiellement lié à la mise en scène. D'accord. Toi, Pierre, quand tu veux choisir un ratio pour un de tes films, est-ce que c'est dû à des intentions artistiques, des contraintes techniques, un mix des deux ? Alors déjà, merci beaucoup. Et je suis surtout ravie d'être là parce qu'effectivement, je regardais un peu tous les films que j'avais faits. On s'en parlait hier. Et je crois qu'il y a un tiers des films que j'ai faits, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, donc je suis encore un peu nouvelle, sont des ratios exotiques. C'est-à-dire que c'est ni du 1,33, ni du 1. Et je crois que c'est parce que quand je démarre un projet avec un ou une réalisatrice, je considère le ratio de la même façon que je considère la focale, que je considère la texture, que je considère tout un tas d'éléments qui vont fabriquer le contenu, le contenant, l'image. Et du coup, j'ai pas du tout, en tout cas, et je pense que c'est à la fois par manque de connaissance des contraintes, donc je suis hyper contente d'apprendre quelle est toute la chaîne derrière, et je pense que c'est quelque chose, j'aurais peut-être dû plus m'y intéresser, mais bon, ça vient aussi, ça fait pas 40 ans que je fais ça. Et en même temps, ça m'a permis de me libérer vachement justement de ça et de faire des formats. Là, je viens de faire un court-métrage en janvier, c'est du 1,55. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment la réalisatrice qui, sachant que je suis assez libre à cet endroit-là, m'a vraiment dit, moi, je veux du 1,55. J'ai un peu questionné, mais elle avait l'air assez sûre, donc je n'ai pas été chercher une dissertation là-dessus. J'ai l'impression que, moi, ça me paraît aussi important, puisque mon travail est vraiment de rentrer comme ça à l'intérieur de quelqu'un, de regarder à travers ses yeux. Et dans ce que je vois, il y a évidemment les contours de ce que je vois. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que je me dis, j'aimerais trop faire un film rond, j'aimerais trop faire un film avec une forme. Enfin, il y a bien un film un jour qui va s'offrir comme ça. Je sais pas votre regard. Et pour l'instant, je reste dans du rectangle, mais je crois que c'est un endroit où je suis assez heureuse de pas du tout mettre contrainte, quoi. Donc la plupart du temps, pour répondre à votre question, c'est évidemment un choix artistique qui vient de la réalisatrice et que moi je viens transmettre. La façon dont on le fait, c'est vraiment assez rapidement, je pose la question du ratio. Assez souvent, j'ai un je sais pas trop. Ensuite vient le plutôt serré, plutôt large, plutôt... Alors, ce qui est marrant, c'est souvent, on me dit serré quand on parle de largeur, et souvent, je dis oui, mais du coup, c'est desserré en hauteur. Donc, ça peut être aussi un désir de verticalité. Bon, tout ça, c'est vraiment des questions qui se font au long cours, quoi, pendant la préparation. On regarde beaucoup de refs. Si on m'envoie que des refs en 4/3, je sens bien que le film ne va pas se faire en scope, à moins que ce soit précisé. Et à partir de là, soit il y a un format assez clair qui se dessine, soit on fait des essais. Et c'est très, très courant que pendant la journée d'essai,
Si je sais qu'on va être, par exemple, sur un format plutôt allongé, je vais proposer des choses entre le 1,85 et le 2,40. Je rêve du jour où je ferais un 2,55. Je ne savais pas que ça avait existé, mais je pensais un jour faire de la double anamorphose, donc avoir un format très allongé. En tout cas, je reste quand même à l'intérieur d'un contenant. Et en montrant comme ça différents cadres, un peu comme ce qu'on a vu pour Godard, soit il y a une réponse un peu rationnelle, soit c'est vraiment de la sensation. Et je la re-questionne jusqu'à ce qu'on se décide. Et puis le jour des essais, on y va. Et après, je me rends bien compte, et c'est pour ça que je suis contente d'être là, que j'ai eu des déconvenues. Il y a vraiment des moments où ça a été... Arriver en salle, ça a été compliqué. Je pense que c'est vraiment d'ignorance de ma part, mais parce que j'imagine le DCP d'une certaine façon et un projecteur d'une certaine façon, mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des bouts d'images en haut, en bas, croppés, et où c'est plutôt avec la télévision que j'avais eu un problème, c'est que j'ai aussi fait 2 films où on a changé le format, alors pas comme Dolan, c'est-à-dire c'est pas visible, ça se fait à des changements de séquence. Et c'est suffisamment léger pour que ce soit plus une sensation que vraiment on ouvre le cadre. Mais en salle, ça s'est assez bien passé. Mais à la télévision, c'est vrai que on commence le film avec du noir tout autour, puisqu'on commence en 2, on passe en 1,85, puis on finit en 2,4. Donc vraiment l'idée de récit, elle est dans une situation difficile, c'est de plus en plus dur, et à la fin, ça se libère. Donc, assez littéral, mais bon, ça participait du récit. Et puis quand même, donc c'est 99% artistique, parfois c'est technique, et typiquement dans L'Homme d'argile, dont j'ai fait la photographie et qui est sorti là en janvier. C'est l'histoire d'un homme qui est borgne, donc qui voit que d'un œil et qui a un cache-œil ici. Donc on parlait du cyclope, on parlait de qu'est-ce que c'est que de voir qu'avec un œil, donc un manque de volume. Enfin, on a beaucoup regardé d'images, discuté. On avait plutôt envie d'un format un peu resserré sur les côtés. Elle n'avait pas envie de 4 tiers. Bref, j'ai beaucoup fait le format 1,5, qui est un format photo aussi, parce que tous les repérages que je fais, je les fais en photographie argentique. Donc c'est un format avec lequel on regarde les décors, avec lequel on regarde des gens beaucoup. Donc ça nous a aussi amené parfois à nous projeter dans le film avec ce format. En tout cas, elle aimait ce format. On s'est lancé dedans, sauf que n'ayant pas de fric et voulant faire quand même un peu d'anamorphique, on a utilisé une technique qui est de mettre un adaptateur anamorphique à l'avant, devant l'objectif. Et on est parti avec le Mesmerizer, qui est je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un objectif qui servait dans les, je sais pas quelles années, mais en tout cas dans les années 90, beaucoup à faire des espèces de désanamorphoses qui bougent, donc des espèces d'effets. Nous, on l'a fait fixer par TSF. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte pendant les essais que c'était pas une anamorphose classique, c'était pas du 1,33 ou du 1,5 ou du 2. Et on a mis vachement de temps avant de trouver. Et en fait, on l'a trouvé au long cours pendant le début du film. Donc, les confocadres avaient été faites sur 1,5, mais finalement, c'était pas tout à fait la bonne des anamorphoses. Donc, en fait, on se retrouve avec le format, je crois que c'est du 1,42 ou quelque chose comme ça, je sais pas bien. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un mélange de contraintes esthétiques et contraintes techniques. Moi, je trouve ça passionnant et j'adore avoir cet outil-là en plus pour faire récit. Et plus je peux en avoir, la définition de l'image, vraiment tout ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve ça génial et très amusant. Mais voilà, pour répondre. Donc toi, ton expérience avec des petites déconvenues parfois, est-ce que ça t'a surpris, et 2, est-ce que ça t'a poussé intérieurement à dire faudrait peut-être moins, alors t'as partiellement répondu, moins à utiliser des formats qui sortent du standard? Alors non, je pense que j'aurais dû plus me dire comment je fais pour continuer à travailler jusqu'au moment où ça sort. Donc voilà, c'est le moment là. Après, j'ai fait que 2 longs métrages, donc je suis aussi à un endroit où j'ai fait surtout du court métrage. Donc j'ai beaucoup expérimenté, et je pense que j'ai pas encore rencontré les contraintes financières et des productions ou des distributions qui mettent des contraintes à ça pour des raisons qui sont réelles. En fait, aujourd'hui, si vous faites ça, c'est pour une vraie raison. Donc non, moi, j'ai plutôt envie que de nous, on garde cette liberté, puis qu'ensemble, on travaille pour réussir à ce que ça marche. Et donc, j'ai pris déjà plein de notes et j'ai hâte de la suite. Mais non, je vais pas m'arrêter de... Ouais, non. Ce qui est sûr, c'est que même si on essaye, parce que là on est en
pleine révision de la norme AFNOR, on pense à incorporer un peu plus de ratios en obligatoire. On ne pourra jamais, bien sûr, avoir toutes les valeurs qui passent à la tête, dans la tête des opérateurs. Il y a un cas très particulier que tu nous as évoqué, et je pense que Audrey est sensible et elle va nous en parler, c'est le cas des ratios dynamiques, qui reste extrêmement rare, mais qui est quand même assez particulier. Tu veux nous en parler un peu, Audrey ? Donc, oui, aujourd'hui, avec toutes les caméras qui sont sur le marché, on se retrouve souvent dans les films à gérer différents ratios, tout particulièrement les ratios téléphone. Donc, on se retrouve souvent avec du 9/16e au milieu de l'image, mais souvent, c'est marginal. On a eu à faire l'année dernière un film qui est sorti en janvier, qui s'appelle Making of de Cédric Kahn et qui justement décrit un tournage, sa partie making of et le film dans le film. Et donc chacune de ces parties était dans un ratio différent. La partie principale, c'était le suivi du tournage qui était tourné en 1,85. Donc l'idée première, c'était d'encapsuler le film dans un 1,85. Mais ça signifiait que le film dans le film était tout petit au centre de l'image avec des barres noires en haut et en bas. Et à la première projection, ils se sont dit c'est pas du tout cet effet-là qu'on veut. Et effectivement, quand on a refabriqué le DCP en 2.39 avec la partie film dans le film en 2.39, la partie tournage en 1.85 pleine hauteur avec des barres noires sur les côtés et la partie making-of encore un petit peu plus serrée, là, on est arrivé à ce que voulait rendre le réalisateur. Mais c'est vrai que, après on va en parler, sur un écran à 85, ce ne serait pas possible. On n'aura pas cette même amplitude et on va se retrouver avec des problématiques d'une image toute petite. Donc, on va parler de ce problème-là après. Voilà. Mais en tout cas, c'est important de réfléchir à comment les différents ratios utilisés à l'intérieur d'un film doivent être ressentis les uns par rapport aux autres et ce n'est pas toujours anticipé. Et c'est très important au moment où on arrive vraiment à la phase de l'étalonnage et de la post-production de savoir ce qu'on veut. Donc, c'est des choses qui s'anticipent, qui se réfléchissent. Et c'est dans ce cadre-là aussi que les laboratoires sont force de conseil et de proposition. Alors, ce qui est sûr, c'est que, en effet, le laboratoire, quand il masterise le DCP, parfois c'est un petit casse-tête pour vous pour arriver à trouver le meilleur compromis. J'ai parlé des problèmes liés à la distorsion trapézoïdale. Il y a aussi le fait que, comme je précisais, s'il n'y a pas de macro spécifique pour votre film dans un ratio exotique non conventionnel, le projectionniste, lui, s'il a la possibilité, peut-être qu'il va vous en créer un. S'il n'y a pas de mire, c'est encore plus compliqué pour lui. Sinon, il va devoir choisir de façon arbitraire celui qui correspond le mieux. Le risque étant, en effet, d'avoir une image déformée avec du trapèze et aussi avoir des problèmes de sous-titres. Parce que, mine de rien, dans ces réglages, il y a aussi le positionnement du sous-titre. Donc, on va peut-être avoir une ligne de sous-titre en moins. Ou le sous-titre extrêmement bas ou un peu trop haut. Enfin, suivant les types de macros qu'on utilise, ça peut être un vrai souci à l'exploitation derrière. Oui, je t'en prie. Il y a un autre, pas souci, mais quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est pour les formats qui sont inférieurs au 1,85 ou les formats qui sont supérieurs au 2,39, on est obligé de compléter l'image par du noir, comme Thierry l'a expliqué. Ça signifie que sur les cinémas qui n'ont pas de macro spécifique, par exemple, prenons l'exemple d'un film qui est en 1,33, vous aurez donc des barres noires sur les côtés pour compléter, pour arriver au 1,85, projeté sur un écran scope, vous allez donc avoir votre image au centre, des barres noires projetées sur les côtés et du noir non projeté, et vous pouvez avoir une démarcation qui peut gêner le spectateur. Et de la même manière, pour tous les formats qui seront supérieurs au 2,39, on a fait par exemple un DCP en 2,55. Effectivement, le chef opérateur aimait beaucoup l'idée du plein capteur avec toutes les déformations anamorphiques autour. Et là, c'est un DCP en 2,39 contenant le 2,55, aura des barres noires en haut et en bas, et projeté sur un écran à 1,85, vous aurez les démarcations en bas et en haut. Donc, ça peut aussi être gênant. Un réalisateur qu'on n'aura pas prévenu en amont, qui aura toujours vu son film
dans la meilleure configuration possible, se retrouvant un jour en avant-première, en festival, à le voir dans une autre configuration, va appeler le labo et dire « il y a un problème avec le DCP ». Ce n'est pas un problème, c'est juste un choix qui a été fait à un moment dont il faut tenir compte et qui sera différent suivant la configuration des salles. En fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Déjà, la taille de l'écran, où on peut avoir en effet 2 possibilités. Et puis la position du projecteur, on en a parlé. Et en fin de compte, si on met toutes ces variables les unes derrière les autres, plus on va chercher à avoir des ratios non conventionnels, plus on augmente le risque d'avoir des petits couacs suivant la configuration de la salle. Toi, Tristan, quand tu gères une distribution d'un film, comment tu accompagnes des films qui peuvent avoir comme ça des ratios peut-être non conventionnels ou un peu rares? En fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de reproduire le plus linéairement, en fait, voilà, on n'est pas là pour modifier quoi que ce soit, on est là pour transmettre le film tel qu'il a été pensé et artistiquement. Donc, on s'appuie à notre laboratoire, qui est en l'occurrence de luxe, et qui va nous conseiller en fonction d'un format ou d'un autre, ce qui est le mieux pour la projection. La plupart du temps, on reçoit un DCP, nous, qui est déjà terminé. Donc, cet encapsulage scope ou flat a déjà été fait. Et nous, on va s'arranger pour, s'il y a des formats un petit peu hors normes, comme dont on a parlé, pour les accompagner d'une newsletter, éventuellement d'une mire, quand c'est vraiment quelque chose de très exotique. Comme ça a été il y a quelques années pour les 8 salopards, qui était en 2,76. Donc là, c'est Ultra Panavision, donc très peu utilisé de nos jours. Et puis, ou alors La La Land aussi, qui était en 2,55, qui n'est pas beaucoup utilisé aussi. Et donc récemment, on a eu 2 films un petit peu hors normes, donc La Tresse, qui était en 2,0, et Une Vie, qui était en 2,2. Voilà. Donc ça, en général, effectivement, on fait une mailing list. Enfin, l'équipe de la programmation envoie à toutes les salles qui ont programmé le film une mailing list, et des fois, on adjoint aussi, quand c'est nécessaire, une mire qu'on récupère auprès de la CST. Voilà, comme ça, on optimise un petit peu les choses. Mais on a bien conscience que ça ne suffit pas. Et que voilà, on nous a remonté des soucis sur certaines salles avec des sous-titres qui sont trop borcades, voire qui disparaissent, ou des choses voilà, qui sont pas voulues. Voilà, c'est pas réglé. Toi, Alain, quand dans un de tes cinémas, quand vous récupérez des films qui ont eu vraiment ce type de ratio non conventionnel, comment tu gères ces projections? Alors généralement, bonsoir à tous, généralement c'est un peu la surprise. La surprise, puisque en fait, nous, depuis des années, on essaie de faire que le cinéma soit le plus grand possible, les images soient les plus grandes possibles, à la fois sur la largeur ou sur la hauteur. Et il est vrai que quelquefois, nous avons un peu des frustrations quand on a des images qui sont flottantes sur le haut, sur le bas, qui sont émargées de façon un peu particulière. Et encore une fois, je n'accuse pas du tout le côté créatif, parce que je comprends l'effet que vous voulez faire. Mais c'est vrai que nous, on a l'impression d'avoir mal fait notre travail. Alors, il faut refaire alors, quand c'est possible, on refait des formats. Mais il y a des fois où ce n'est pas du tout possible, puisque, encore une fois, les projecteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les formats 1,85 et scope qui sont définis de base. Mais quand on n'est pas motorisé sur certains systèmes, on se retrouve battu, et c'est vraiment navrant, quoi. Je veux dire, on a une surface d'affichage qui est immense, et on se retrouve à être concentré sur un point précis de cet écran. Certains spectateurs, quelquefois, nous disent « mais c'est bizarre, vous avez un problème d'image ». Je dis « non, on ne peut pas faire mieux, malheureusement, c'est comme ça ». Alors, je pense que tout le monde a de la bonne volonté à vouloir faire des belles choses, mais il y a un moment donné, nous, on a une contrainte. Il faut juste que vous le sachiez. Nous, on veut accueillir les films le mieux possible, les diffuser le mieux possible. Les investissements qui sont faits dans les salles, que ce soit en matière de son, d'image, d'innovation technologique sur les sources lumineuses,
vraiment l'exploitation fait corps et âme là-dessus, mais nous avons des problèmes effectivement assez récurrents. Je vais dire depuis maintenant 5 à 6 ans, le format 200 arrive en masse. Alors je ne sais pas d'où sort ce format 200. Je pense que peut-être que c'est plus facile pour les médias par la suite de le passer sur des chaînes télé ou des choses comme ça, parce que c'est beaucoup plus près du 16-9 et ça permet d'avoir toujours un petit côté cinéma à la télé. Mais néanmoins, pour nous, on se retrouve coincé. Alors, quand on peut zoomer, on fait les contre-formats. Mais quand on ne peut pas, nous, on a l'impression d'avoir mal fait notre travail. Et quand, en plus, j'ai une équipe de films qui vient et je vous souhaite de venir dans nos salles, je peux vous assurer qu'on n'est pas serein parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils vont faire la tête, pas la tête Enfin, voilà. Et quand il y a en plus des formats exotiques, il n'y a pas que vous qui faites des formats exotiques, je vous rassure, parce que je sais que dans le sud de la France, quand on fait un festival, on en a à pléthore. Mais ça, c'est encore autre chose. Et c'est pour ça qu'on est un peu entraîné à ce type d'exercice. C'est sûr que pour nous, c'est un peu embêtant. Voilà. Ce qui n'est pas forcément lié à la taille du film. C'est-à-dire que un gros film ne va pas être forcément un 85-239 et un petit dans des formats exotiques. C'est-à-dire qu'il y a des grosses productions qui sont aussi parfois, alors ce que soulignait Alain en fenêtre flottante, c'est-à-dire pilar boxé, lecteur boxé, complètement. Ça peut arriver. Sur de la 3D, ça s'explique plus facilement. Mais parfois, le ratio est un peu surprenant. Le but, c'est bien sûr de conserver la volonté du créateur et sa volonté artistique en l'accompagnant le mieux possible. Toute la question est sur le contrôle du rendu à la fin, où en fait, en projection, on s'aperçoit qu'il manque des informations parce que le projectionniste, lui, il a son F pour flat ou S pour scope avec un petit tiret et un ratio derrière. Si c'est un F tout seul, il est serein. Si c'est un S aussi. Si c'est un F quelque chose et qu'il a ça dans ses presets, ça se passe bien. Pour le S, pareil. Si c'est quelque chose qu'il n'a pas, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et je parlais des ratios un petit peu particuliers tout à l'heure, qui sont le 1,90 et le 2. Alors c'est vrai que dans l'ISDCF précise qu'il y a flat, scope et full conteneur qui est en C. Il n'y a aucun projectionniste qui a de macro C. Donc en gros, si vous faites des DCP, vous les masterisez et que vous mettez C quelque chose, ça va créer au mieux un petit malaise ou de la confusion. Et c'est pour ça que plus c'est F quelque chose, S quelque chose, ça donne déjà un début d'indication. S'il y a une mire, je pense que toi Alain, je pense que tu es plutôt pour qu'il y ait un accompagnement sur ces ratios-là. Moi, complètement. À partir du moment où on a un truc défini au départ en disant attention, ce film-là doit être passé dans cette version, il n'est pas question de rezoomer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, encore une fois. Mais c'est vrai que quand ce n'est pas accompagné d'une notice, on se dit, bon, on va faire, si c'est du 2-2, on va essayer de zoomer. On va faire un vrai 2-2. C'est un format que j'adore en plus, c'est parfait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. C'est bien ça le problème. Le 2 dont tu parlais tout à l'heure est un petit peu particulier. On a eu le cas avec Oppenheimer, où en fait, la solution qui a été choisie par Universal est quand même une solution très pragmatique et très efficace de proposer deux versions. Une version, en effet, dans un conteneur flat ou dans un conteneur scope, ce qui fait que ça s'adapte forcément à la taille de l'écran. Alors, je sais que c'est une solution qui est un peu plus coûteuse parce qu'il faut faire un peu plus de DCP, un peu plus de versions. Donc, on en a discuté avec Audrey plusieurs fois. Pour le coup, c'est une approche extrêmement pragmatique et qui fonctionne à tous les coups. C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de doute. Après, en effet, s'il y a beaucoup de plongées ou une salle un peu particulière, ça demande peut-être d'avoir une petite macro spécifique. C'est pour ça qu'on a fourni des mires pour que ça soit, dans le meilleur des cas, en plus, ajusté au plus proche pour que l'image soit la plus propre possible, ce qui n'est pas toujours possible. Parce qu'il n'y a pas forcément, tout le monde ne peut pas faire forcément ses macros. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à avoir le meilleur suivi
pour la meilleure restitution possible du film. Karim, toi, là-dessus, est-ce que tu serais tenté de tenter des formats différents ou ça pourrait complètement En vous bloquer écoutant parler, je me dis, mais pourquoi on n'invente pas un écran variable? Ça serait de la solution. en toile, tu veux dire? Non, mais un écran, je sais pas, techniquement, je ne suis pas technicien, mais il faudrait inventer un écran. Ça serait extraordinaire d'avoir une salle de cinéma et c'est l'écran qui se plie à. Ça fait du 1,33. Alors, il y a Pourquoi ça n'existe pas, ça? Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est qu'on est quand même contraint par la taille de la toile. Donc ça c'est la première chose. Après, il y a des displays. Maintenant, il y a des grosses dalles LED qui arrivent, mais qui sont quand même très marginales. Mais il reste quand même énormément de contraintes, en effet, qui sont des contraintes de standardisation et qui font qu'on ne peut pas... et même si... oui, voilà, c'est ça. Il y a Langlois qui a eu cette idée. Quand même. L'écran n'est pas variable. Ouais, prends le micro. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Cinémathèque ici qui pourrait en parler mieux que moi. Non, il n'y a personne, mais il y a ce que Langlois avait proposé finalement, et ce qu'on retrouve dans la salle Langlois de la Cinémathèque, cet écran, l'écran n'est pas variable, mais en tout cas, il y a des rideaux gauche-droite, on va dire des pendrillons, des frises, et haut et bas, voilà, qui permettent de cadrer en permanence l'image. Tu peux border l'image. Voilà. Mais on est dans une version effectivement luxueuse. Ça veut dire aussi qu'on rajoute de la mécanique, qu'il faut pouvoir avoir un peu d'espace en haut et en bas et sur les côtés pour rajouter cette mécanique. Et aujourd'hui, je ne pense pas que l'exploitation puisse se permettre ça dans toutes ces salles. Bah, ça devient, c'est pas, le cinéma devient un spectacle de plus en plus. Il doit se différencier de plus en plus de la télévision. Bon, bien sûr, c'est surtout le contenu plus que la forme. Moi, je m'en fous de faire un film. Enfin, ça m'intéresse pas de faire un film rond, un film ovale. Peut-être parce que je viens d'une autre époque, mais le rectangle, ça me va bien. Donc. Toutes ces histoires de normes, je trouve que c'est un peu nous plier à des trucs. On devrait, ça, dans un monde idéal, comme dit monsieur, mais c'est bien d'avoir des utopies, sinon on ne fait pas de cinéma. Ça serait de pouvoir faire le format qu'on veut. Et au final, je ne sais pas comment c'est possible techniquement, mais ça peut l'être. Hein. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais la personne à qui je téléphone, jamais j'aurais cru, hein, il y a 30 ans. Ben, je le fais tous les jours aujourd'hui sur WhatsApp. Donc pourquoi pas et se dire qu'on pourrait avoir l'envie, moi c'est ça que j'aurais envie, plutôt que de tourner d'un format rond ovale, de pouvoir faire ce que je veux et que ça soit projeté. Parce que je suis d'accord avec monsieur, c'est d'avoir toute la surface de l'écran. Je déteste avoir un film où je suis... Alors là, c'est basique, hein, c'est le truc du spectateur de base, hein, parce que là, il y a peut-être beaucoup de techniciens. Et moi, quand je rentre dans une salle, je veux prendre tout l'écran. Et ça m'embête si je fais un format carré, en 4/3, et de ne pas avoir tout l'écran en 4/3. Donc, je rêverais d'avoir un écran carré. Alors, la solution, elle existe. Hein. Votre film, vous le faites à la fois en flat et en scope, et il sera plein écran. Oppenheimer, c'est pas mes budgets, là. Non, mais alors, Oppenheimer, c'est un peu particulier. Hein. C'est un format 2 dans quelque chose. C'était pas... En fait, ce que vous décrivez, ça serait de faire votre film, de le livrer en deux versions, en version 2,39 pleine taille et 1,85 pleine taille. Ça serait... alors après, en effet, ça multiplie le nombre de versions. Vas-y, je t'en prie. Parce que pour faire un DCP, on commence par faire ce qu'on appelle un DCDM, Digital Cinema Distribution Master. C'est une suite d'images en TIFF 16 bits. En 2K, pour un film d'une durée normale, ça pèse 1,5 Tera. En 4K, ça pèse 6 Tera. Et ça, c'est dans un format. Ça veut dire que si vous faites un DCP scope, un DCP flat, ça vous double. Donc, vous êtes entre 3 Tera et 12 Tera. Là-dessus, on fait un premier DCP, disons dans l'un seul des deux formats. Le premier DCP n'est jamais définitif. Toujours au moins le générique qui va changer. Les logos, un bout de mix, quelque chose. Bon, admettons. Ce DCP est fixé. On fait le deuxième master dans le deuxième format.
Mais là, on n'a pas fini, parce qu'ensuite, il faut faire le DCP pour l'international, avec des autres logos, avec des autres sous-titres. Puis il faut faire le DCP pour la distribution en France, avec sous-titrage sourd et malentendant et audio-description. Donc on ne parle pas de 2 DCP, on parle de 2 fois 3 DCP minimum. Donc ce n'est pas le même budget. Le sous-titrage, on peut en parler, puisque comme vous êtes dans 2 formats différents, les sous-titres doivent être adaptés à chacun des deux formats. Donc ça veut dire aussi des simulations, des exports de fichiers différents. Ça veut dire aussi à la fin, qu'est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on conserve tout ou pas? Imaginez aussi le bilan carbone de vos calculs, de vos transferts, parce que vous démultipliez par 2, et pour la conservation aussi. Vous ne pouvez pas maîtriser non plus comment ces 2 formats vont être distribués à l'international. Est-ce que les vendeurs internationaux vont vraiment donner les 2 versions et la liberté à tous les acheteurs localisés d'avoir les 2 versions? Est-ce qu'eux vont s'embêter à distribuer les 2 versions? Voilà, donc en fait, ça fait beaucoup de contraintes et beaucoup de frais supplémentaires. Et Tristan, comment ça se passe chez vous ensuite pour gérer si vous avez 2 versions du film en salle? Nous, si on a 2 versions, on va gérer 2 versions et comme tu dis, on va multiplier les supports et effectivement, ça pose un problème très actuel en ce moment puisqu'on essaye de réduire notre empreinte carbone. Donc, est-ce qu'on continue à faire tout à fait ce qu'on veut ou est-ce qu'on réduit un peu les choses? Après, on en est quand même à essayer de ménager la chèvre et le chou et de ne pas brider non plus la création. Moi, je comprends tout à fait les volontés même de faire un format rond, pourquoi pas, ou un format en forme de nuage, j'en sais rien. À un moment, il ne faut pas qu'on se bride. Par contre, il faut qu'on soit malin pour trouver les meilleures façons après d'exploiter tout ça et de le conserver. Parce que tu as raison, derrière, on fabrique des datas qu'il va falloir conserver ad vitam. Voilà, c'est plus la pellicule qu'on oublie plus ou moins dans un stock, c'est des datas qu'il va falloir entretenir, vérifier, migrer, etc. Au long des années. Donc effectivement, tout ça, c'est un vrai problème. Maintenant, voilà, on fait, nous, on essaye de s'adapter et on essaye de faire en sorte que au final, le projet artistique voilà, ait trouvé son sens. Notre rôle de distributeur, c'est pas du tout de brider la création, hein, c'est de l'accompagner. Mais par contre, je pense qu'on est dans une démarche, là, justement, on parlait de la norme AFNOR, sur laquelle on va travailler aussi sur l'éco-responsabilité. On est dans une démarche aussi où il faut se poser toutes ces questions en amont pour avoir en fait toutes les cartes en main pour choisir ce qu'on veut faire vraiment au final. Vraiment, effectivement, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer que d'autres. Ce que je voulais aussi dire, c'est que quand on parle de normes, en fait, avec des écrans qui sont scope ou flat, c'est souvent aussi lié à des architectures de salles, en fait. Si une salle est un peu carrée, on aura envie d'avoir un écran plus carré, c'est-à-dire on va être plutôt sur du flat. Si on a une salle qui est très large, on va essayer voilà, d'avoir plutôt un écran qui sera sur du scope. Donc, malheureusement, on pourrait tout à fait décider d'avoir un seul type d'écran et une seule projection, mais on sera brimé dans la moitié des cas. C'est-à-dire, si on a choisi un format, on sera brimé quand on projettera l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de solution à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, en fait. C'est plus complexe que ça, en fait. Il y a le format du film, il y a le format du DCP, et après, il y a le format de la salle qui est ce qu'il est. Voilà. Et ça, on ne va pas le changer. Alors, ce qui est sûr, c'est que choisir, c'est renoncer, malheureusement. C'est-à-dire qu'à chaque choix que vous faites, c'est quelque chose que vous ne ferez pas. Et que dans le meilleur des cas, le film qui s'adapte partout, ça ne marchera pas. L'idée, c'est vraiment de dire que si il y a une volonté artistique de faire quelque chose de non conventionnel, il faut peut-être aussi accepter que ça passera pas partout de la meilleure façon et d'arriver à vraiment, je pense, accompagner au maximum le film pour qu'il puisse avoir la meilleure diffusion partout et que le projectionniste ou l'exploitant ne soit pas, comme disait Alain tout à l'heure, un peu désemparé face à quelque chose qu'il va devoir, en gros, projeter un peu au jugé suivant les indications qui sont dedans. Tu voulais nous dire un petit mot, Alain, pour terminer ? Pour terminer, non, je voulais juste dire qu'effectivement, il n'est pas question de
brimer, justement, ce terme était peut-être un peu fort. Nous, en fait, en permanence, et je le redis, je le dis tout à l'heure, nous, on s'adapte par rapport à des volumes. On essaie de choisir la plus grande façon de faire des beaux écrans. Et effectivement, Karim, c'est vrai, si on pouvait faire des écrans mur à mur, haut, plafond et ainsi de suite, bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est pas la toile qui coûte. C'est juste qu'effectivement, on a aussi des problèmes de normes, des problématiques de normes, notamment sur le premier rang, le renversement de tête, on ne va pas toutes les lister, mais il y en a beaucoup. Mais encore une fois, c'est bien dans l'intention de faire le maximum que peut faire l'exploitation envers vous, parce qu'encore une fois, on ne veut pas vous décevoir. On a entendu trop de critiques sur les salles de cinéma venant de certains réalisateurs, et qu'aujourd'hui, il n'est pas question, vu les investissements qui sont en cours, de se reprendre encore des réflexions à tour de bras, parce que c'est pas dans nos valeurs d'exploitants de faire ça. Restreindre, parce qu'en fait, c'est vrai que le mot norme est souvent mal vécu, parce qu'il est souvent assimilé à une restriction de possibilités. Mais c'est aussi une façon de conformer pour que ça soit le mieux possible. C'est-à-dire que si on ouvre à tout, en fait, il n'y a plus de contrôle et on pourrait avoir n'importe quel type de rendu. En gros, c'est ça. Mais le problème vient du fait du numérique, parce qu'avant, c'était moins problématique en argentique. Il y avait moins de barrières, il y avait moins de ratios, là, tout est possible. Et en même temps, presque... Alors, oui, en fait, le truc, c'est que le numérique permet... Alors, concrètement, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que le DCP et le numérique permet toutes les fantaisies, mais qu'en fait, il ne prend pas du tout en compte la réalité physique du terrain, de la salle et de son architecture. Donc, en fait, c'est un retour à la réalité qui fait que vous vous confrontez à des exploitants qui vont vous dire « Ok, vous avez fait votre DCP comme vous aviez envie, mais physiquement, il faut que nous, on soit capable de le projeter. » Il n'y a pas aussi, suivant les circuits, je crois que tu me disais ça, les gros circuits, en gros, il y a deux possibilités. Et les salles plutôt d'arrêt-essai, tu as un petit peu plus de... Non, ce que je disais, c'est que dans les salles d'arrêt-essai, ils ont plus souvent l'occasion de passer des formats, alors attention, pas exotiques, mais des formats patrimoniaux, ceux que j'ai montrés dans la norme, le 1.33, 1.37, ils sont plus habitués, et c'est normal, à passer ce type de contenu. La majorité des films sortent en flat et scope. Donc, faire chaque macro, ça prend du temps. C'est du temps. Donc, dans tous les cinémas, vous n'aurez pas toutes les macros que vous avez vues là. Celles qui sont obligatoires, et en même temps qui sont complètement obligatoires, c'est flat et scope. Et 1.78, même si... parce que bon, on ne va pas se voiler que le HD, ça y est toujours. Est-ce que on peut prendre une question? Oui, rapidement. Du coup, Alain, moi en tant que chef opératrice, qu'est-ce que je peux faire pour garder cette liberté et en même temps faire du mieux que je peux pour essayer que dans le plus de salles possible, ce soit le moins compliqué pour l'exploitant, exploitante, ou le moins frustrant? L'idée, effectivement, c'est de vous rapprocher du format le plus, entre guillemets, consensuel qui puisse exister, c'est-à-dire si vous faites du 1.55, vous n'êtes pas très loin du 1.66. Bon. Mais c'est pas pareil, bien évidemment. C'est vrai que des formats comme ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre dans les salles, parce que bien évidemment, si vous avez des plongées et des contre-plongées, vous allez vous retrouver avec une distorsion pas possible. Alors quand vous êtes à l'axe, c'est la salle parfaite, hein. Quand on est à l'axe, il n'y a pas de problème. 1,55 dans du flat, il n'y a aucun souci, vous aurez vos bords vraiment rectilignes, aucun problème. Mais c'est la contrainte dans des salles qui sont un peu accidentées, où là, vous allez vous retrouver avec ce type de déformation. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas, justement. Alors, votre œuvre, elle doit être comme vous l'avez pensé initialement. Oui, après, par exemple, évidemment, ça se discute avec la mise en scène, mais parfois, ça peut être plus important d'être en 1,55 que d'avoir une projection qui est parfaitement droite. C'est-à-dire que, par exemple, pour L'Homme d'argile, un des mots-clés d'Anaïs, c'est « tout doit être de guingois ». Donc, en fait, quand elle s'est retrouvée dans une salle et qu'effectivement, les bords étaient un peu de travers, elle s'est même dit « ah, marrant, jusqu'à la projection dans cette salle-là, dans cette ville-là, le film… » Non, mais c'est pour donner un exemple. Non, mais c'est pour donner un exemple que le désir
d'une forme de perfection au moment de la projection n'est pas forcément ce qui est recherché au départ. Donc évidemment, parfois, peut-être moi, par manque d'expérience, j'ai manqué de prévenir de ça à la mise en scène. Petit à petit, je l'apprends et je le fais. Donc j'imagine que dans ce que moi je pourrais faire de mieux, c'est plus prévenir, donc de ce qui peut se passer dans les salles, selon les salles. Mais 2, est-ce que par exemple, on parle beaucoup de MIR et de... Quelqu'un a dit newsletter, non, c'est pas... Ouais. Est-ce que moi, en tant que chef opératrice, je peux travailler ou dès le départ, donc demander que cette MIR soit faite, etc. Ça, c'est qu'il y ait des documents qui suivent les DCP pour prévenir et puis pour anticiper en disant on sait que ça va pas être parfait, mais on est OK, nous, à la mise en scène. Et voilà comment, dans l'idéal, il faudrait que ce soit fait, quoi. Ça marcherait. Nous, il n'y a aucun problème à partir qu'il y ait une communication. Nous, ce qu'on veut, c'est que vos œuvres, elles soient belles face aux spectateurs. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, j'ai une petite question en ligne. Pour le film Une vie, pourquoi avoir mis du 2,20 dans un conteneur flat et non scope? Donc, Oui. Il était en scope, c'était un conteneur scope en fait. D'accord. Bon, voilà. Et après, voilà, je ne sais pas. Après, on est dans des formats où effectivement, on pourrait choisir de le faire 2 fois. Dans un container flat et un container scope. Alors c'est vrai que le 2 et le 2.2, alors surtout le 2, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'il y a plus de pixels en flat qu'en scope, alors qu'on aurait tendance à vouloir le mettre en scope. Donc c'est pour ça que dans certains cas, il est livré dans les deux. C'est pas du scope, c'est du 2.2 dans du 1.85. Bon, je dis peut-être des bêtises. C'est sûr et certain, puisque justement dans certaines salles, il a fallu refaire des macros, rezoomer pour faire le 2.2. Bon. Après, en fait, c'est souvent dans ce qu'on explique là, un déficit en communication, parce que tu l'exposais que pour toi, ça avait été heureux dans le cas de ton film, parce que ça contribuait involontairement à ça. Mais c'est vrai que malheureusement, ça génère du stress pour la personne qui récupère le DCP. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour rebondir, justement, parce qu'on est vraiment dans le débat, là, du coup. Là, c'est vrai que je ne maîtrise pas exactement, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, mais en fait, le distributeur, lui, récupère le DCP qui a été fait par la production. Et en fait, la production, je pense, à regarder ce qu'elle voulait effectivement voir projeté. Au format final. Peut-être que dans certains cas, ça vaudrait le coup qu'il y ait, et peut-être que c'est fait, mais je ne pense pas, qu'il y ait des projections sur un écran scope et un écran flat. Comme ça, on voit tout ce qui se passe, on a tous les éléments en main pour dire finalement si on l'encapsule dans l'un ou l'autre, et peut-être qu'on accompagne systématiquement à ce moment-là un mode d'emploi. Mon film, j'aimerais bien que dans les salles scope, il soit projeté comme ça, et dans les salles flat, il soit projeté comme ça. Ce qui avait été fait pour Oppenheimer, pour le coup. Voilà, mais pas forcément 2 DCP différents, mais ça peut être un seul DCP dans un seul encapsulage, mais en disant, voilà, moi j'ai un format un petit peu bizarre, je l'ai essayé et j'aime bien dans cette macro, par exemple, si vous pouvez la faire, c'est ce que je souhaite. Voilà. Très bien. Et en tout cas, avec une newsletter et éventuellement une MIR, et plus on communique, on voit bien que là, on est dans de l'artistique et dans un rendu, dans un ressenti. Complètement. Plus on va communiquer, et mieux ça sera. Et pour Argile, peut-être qu'on se dit, si votre image est de travers, j'adore, parce que c'est l'esprit du film. La newsletter, ça va à la sortie nationale, mais il faut que ça suive aussi, parce que quand le film se retrouve en 6e semaine ou 7e semaine, peut-être aussi dans les circuits itinérants, il faut que ça suive aussi, parce que sinon, il y a un moment donné, ça marche première semaine, puis après, c'est fini, quoi. C'est un vrai sujet. Ouais. On peut faire mieux. Question. Oui. Moi, je ne vois pas pourquoi le DCDM pose vraiment problème. Dans le cas où on pourrait faire pour le format 2, un 2048 par 1024, plutôt adapter le DCDM derrière au format du film, plutôt que de partir directement sur ce qui est le plus normatif, c'est-à-dire le flat ou le scope, et qui derrière va obliger à faire 2 DCDM. On fera un DCDM au format du film, et après on puisse l'adapter dans les différents formats, et garder le DCDM le plus loin possible. Ça permettrait de faire vivre du coup les 2 versions et qu'à chaque fois ils soient bien projetés. Donc pourquoi pas faire un DCDM au format du film on est obligé de l'encapsuler en fait à un moment dans l'un des 2 choix, c'est-à-dire il sera flat ce que vous décrivez, c'est un DSM.
C'est l'étape d'avant, en gros, hein. C'est plus le DCDM. Le DCDM, en fait, il est dans la chaîne. Le DSM est complètement propriétaire au labo. C'est-à-dire que c'est pas forcément du TIFF. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément du TIFF. Ça peut être de l'OpenEXR ou je ne sais quoi. Le DCDM, lui, il est complètement normalisé. Donc, en fait, à cette étape-là, déjà, vous êtes contraint. Par contre, en effet, à ce moment-là, on pourrait dire qu'on conserve le DSM. Audrey ? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que le DCDM est obligatoire pour créer un DCP et que le DCDM doit obligatoirement être dans le ratio, la résolution dans laquelle on va faire le DCP. Donc 2048 par 858 en 2K en scope ou 1998 par 1080 en 2K en flat. On peut passer par un DSM, effectivement, mais c'est vrai que souvent dans les urgences, on sort directement un DCDM de l'étalonnage parce qu'il faut faire le DCP en 2 jours, qu'on n'a pas le temps de faire un DSM, un DCDM, encoder le DCP. Donc, ce sont souvent des fichiers qui ne découlent pas forcément les uns des autres. Et on est quand même obligé, si on veut faire 2 DCP, de faire 2 DCDM. Qu'on n'est pas obligé de conserver à la fin. Là, par contre, ça, c'est vrai. Complètement. Oui. En fait, le DCDM, il est complètement normalisé. C'est un pré-DCP, un non chiffré, non JPEG 2000, non compressé. Mais en gros, c'est ça, hein. Et l'intérêt du DSM, c'est effectivement de conserver le film. Alors, c'est vraiment pour de la conservation. Le conserver sans toutes les contraintes, effectivement, actuelles. Parce que peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura d'autres contraintes ou d'autres libertés. Et donc, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Mais ça, ce n'est pas du tout un format d'exploitation, pour le moment, qui peut s'apparenter aux projections actuelles. Voilà. Oui, je vous écoute. En fait, vous m'avez fait tellement peur. Oui, désolé. Au Canada. Parce que là, vous parlez d'une façon très serrée, très... en fait, je sens l'artériosclérose sur mon point de vue artistique. Désolé. Je vous parle pour un film de Xavier Dolan qui est passé à Cannes en 2014. Au début, il y a un ado qui est dans un asile et il les traite en 4/3 et après, il ouvre les cadres à 16/9 et tout ça. Ouais, un ratio dynamique. Oui, en fait, tout ça, c'est des raccords techniques de narration où chaque fois que les années passent, les réalisateurs, ils les prennent comme l'avantage. Ça veut dire, si j'ai fait, par exemple, un film pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur la subjectivité, par exemple, d'un officier nazi où, à l'époque, il tournait à 9,5 mm, je vais essayer d'approcher cette point de vue. Ou, par exemple, si c'est un film de guerre de 16 mm, ou guerre de Vietnam, ou autre chose, vous voyez. Donc, pour moi, tout ça, c'est des outils d'expression. Alors, si on entre dans un point de vue de normalité et tout ça, j'ai déjà réalisé un film pour les punks et j'ai utilisé VSS, DVCAM, 16 mm, diapositive, tout ça. Si je passe dans cette logique-là, là, ça va être un désastre. Enfin, je veux dire, j'ai déjà fait dans un pays à l'extérieur de la communauté européenne et ils disaient oui, ça on peut faire, ça on peut faire. Après, peut-être ça peut être un scandale pour certains, mais pour moi et mes spectateurs, c'était l'applaudissement. Vous voyez que la seule chose, c'est que si vous avez un choix artistique ou qui peut être aussi mené par une contrainte technique et qui vous amène à faire du ratio dynamique ou des ratios non conventionnels, le projectionniste, lui, il va essayer de le passer du mieux qu'il va pouvoir. Le seul truc, c'est que plus vous allez faire quelque chose de non normalisé, moins vous aurez de contrôle sur ce que vous allez rendre à la fin. Et tout ce qu'on vous dit, et je pense que Alain sera d'accord avec moi, c'est que nous, on essaie de faire au maximum pour que ça soit le mieux possible, mais plus c'est compliqué à comprendre, plus vous avez de risques que ça ne passe pas comme vous le vouliez complètement. En gros, c'est juste ça. Je vous mets en compétition pour ça. Eric ? Ok. Même pas peur. Dans le micro.
il y a une confusion entre le cadre artistique qui est complètement libre, et là on fait ce qu'on veut, et voilà. Et par contre, ce qu'on peut projeter, il y a seulement 2 formats qu'on peut projeter, le flat et le scope. C'est technique. Donc là-dedans, votre expérience artistique, elle doit rentrer dans l'une ou dans l'autre. Donc, et ça, vous pouvez faire les essais et choisir vous-même si ça rend mieux dans l'un ou dans l'autre. Mais vous serez obligé de passer par là. Mais est-ce qu'il y a une autre question? Je peux rajouter quelque chose, Eric? Je peux rajouter quelque chose? Oui. C'est juste que je pense aussi que là, on parle ratio, parce que c'est le sujet de cette table ronde. Mais en fait, quand on accompagne des metteuses et des metteurs en scène, on est amené à plein d'autres endroits à prévenir, ou en tout cas à vivre le fait que, bah voilà, il y a ce qui se passe en salle de montage, il y a ce qui se passe en salle d'étalonnage, il y a ce qui se passe en salle de mix. En fait, ça va vivre encore plus depuis qu'il y a la télévision évidemment, mais les ordinateurs, les tablettes, etc. C'est fou le moment parce que je suis aussi étalonneuse. J'ai beau prévenir vachement à l'avance quand on va passer à la version vidéo, il faut pas que tu t'inquiètes. Dans un premier temps, ça va être plus contrasté, plus brillant, plus coloré. On peut faire une version, mais après, selon sur quel écran tu le regardes, ça va bouger. Donc, je pense aussi que il y a peut-être un travail pour nous, en tout cas, mais moi j'essaye de le faire, mais peut-être il faut qu'on le fasse plus, de prévenir les réalisatrices et les réalisateurs qu'en fait le film, on va dans un détail vraiment, vraiment précis, et quand on choisit 1,55 et pas 1,5, c'est très précis, mais qu'évidemment, peut-être de dire il y a des salles où en fait ça va être projeté en 1,46 et ça va nous faire bizarre et ça va être un peu dommage parce que peut-être il y avait une brillance sur le côté bord gauche de l'image dans telle séquence et on est triste qu'elle soit pas là. Mais je crois qu'à plein d'autres endroits, les réalisatrices et les réalisateurs, normalement, s'ils sont bien préparés, ils savent ça. Alors, si c'est du 1,55, ça passera jamais dans du 1,46 parce que le 1,46 n'est pas normalisé non plus. Donc, mais dans tous les cas, c'est façon de dire possible si que ça quelqu'un passe essaye de faire une macro, macro, 37 ou ça sera masqué. Oui, non, mais c'était si un exploitant, une exploitante, complètement. essayait vraiment de faire une macro la plus proche possible et en fait essayer de couper les voilà, et puis on se retrouve. Voilà, c'est je suis d'accord. Oui, juste, bonsoir. Je voulais un petit peu appuyer ce que vient de dire Tristan, et puis merci, vous avez un petit peu répondu aux interrogations. Je profite, on est justement à la FEMIS, et effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, entre guillemets, de sensibilisation à faire auprès des réalisateurs pour leur montrer, attention, si on part sur un format un petit peu exotique, voilà ce que ça va donner dans les salles. Il faut aller voir dans les salles ce que ça donne. Parce que je rejoins tout à fait ce que disait Karim tout à l'heure. Quand on voit un écran, on rentre dans une salle de cinéma, dans une salle, il n'y a rien de plus frustrant en tant que technicien ou même spectateur de dire on ne remplit pas l'image. D'ailleurs, c'est le cas actuel, par exemple. Ouais, admettons, si on se retourne, on se dit, tiens, là, on a un format un petit peu hybride, un petit peu qui sort de l'ordinaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement un peu de sensibilisation à faire au moment où du choix du format, de se dire, attends, avant de choisir ce format, qu'est-ce que ça va donner en salle? Parce que finalement, sur les 6000 et quelques écrans que nous avons en France, une grande majorité sont au format cinémascope. Tous ceux qui ont été faits à partir des années 2000 sont en 2,39, sinon ils sont en 2,35. Il y a beaucoup d'écrans au format 1,85 également. Voilà, donc quand on regarde un film en scope sur un film en 1,85, le résultat n'est pas le même. Donc c'est un petit peu cette réflexion. On l'a souvent en réunion de département à la CST et on se rend compte, nous, techniciens en charge des salles de cinéma, de toute façon, on doit se plier aux recommandations, aux normes. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un écran de n'importe quelle taille parce que cet écran-là, si je l'agrandis, je le descends, tous les gens qui sont ici vont voir la tête du spectateur de devant, ça va leur masquer l'image. Donc c'est très difficile de mettre ça en œuvre. Donc de faire un petit tour un petit peu des salles de cinéma et de se dire au moment de la création de son film, de son contenu, c'est qu'est-ce que ça va rendre dans les salles après? Qu'est-ce que ça va rendre? Parce que finalement, peut-être, non, là c'est un petit peu frustrant. Je me dis, mon format, je vais avoir des bandes noires en haut et en bas ou sur les côtés dans toutes les salles. C'est peut-être dommage. Donc finalement, je vais standardiser, entre guillemets, peut-être rester en 2,39 ou 1,85. Voilà, c'est une vraie réflexion. Merci, merci Jérôme. C'est un peu ce qu'on essaie de faire là. En fait, c'est-à-dire que typiquement on est dedans. C'est-à-dire que le groupe de travail qu'on a monté avec Alain et les Audrey et les responsables de département, c'était pour essayer de répondre à ces problématiques et de prêcher un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire d'expliquer
nous, on n'est pas là pour contraindre, on est vraiment là juste pour communiquer, pour dire si vous faites ça, eh ben, peut-être qu'il faut accompagner, peut-être qu'il faut créer des mires, peut-être qu'il faut faire attention au suivi de votre film pour pouvoir en contrôler la diffusion. Donc c'est typiquement dans la démarche où on est là. Eh bien, Baptiste. merci. Voilà, je pense qu'on ne va pas aller au-delà de cette remarque. Je voulais vraiment vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Donc tous ces débats, évidemment, ce sont des débats que nous avons quotidiennement à la CST. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pourrez continuer la discussion au sein des départements. N'oubliez pas, Eric l'a dit, mais de façon un peu subliminale, que la CST crée des mires. Donc, si vous avez un film qui sort justement dans ces questions d'accompagnement des films en salle, vous pouvez nous demander de mettre en place une mire spécifique pour votre film. Je vais vous demander d'applaudir les intervenants et le modérateur qui se sont vraiment donnés à fond aujourd'hui. Et puis, à très bientôt et pour de prochaines aventures. Merci beaucoup.